quelqu'un qui donne le micro. Vas-y, toi. Ça va. Ouais, quand je serai réparé, oui. T'en passes pas trop devant les caméras. Ah. Oui, merci. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire et de questionner, c'est d'abord que j'ai été séduite par la première intervention de Bernard, qui nous propose et qui nous aide à formuler un nouveau projet politique, mais qui est radicalement différent de ce qu'on fait jusqu'à présent, aussi bien dans les syndicats, même s'ils sont des syndicats un peu de rupture, comme on le dit, ou dans notre mouvance politique, que j'ose plus appeler Front de gauche. Nous avons besoin d'idées qui nous bousculent et qui interpellent surtout la jeunesse, et j'estime que ce que tu as expliqué nous séduit pour ces deux points. Moi, j'ai deux questions. Est-ce que d'abord les scopes sont un modèle? Parce que, moi je veux bien entendre la santé, mais il faut aussi peut-être d'autres exemples qui produiraient de la matière. Et donc je me dis, est-ce que d'après toi, les scopes, telles qu'elles émergent un peu de ci, de là, on se rend compte qu'elles sont plutôt dans les nouvelles technologies, mais il y en a sans doute de nombreux exemples, et notamment ceux qui fabriquent le thé, peut-être c'est intéressant pour nous tout ça. La deuxième question, c'est dans le monde agricole. Est-ce que ce sont par exemple les GAEC qui sont un exemple? Parce que tu disais, la propriété fait naître la responsabilité. J'adhère à cette idée parce que sans la propriété, on voit bien les dérives. Donc oui, il faut peut-être... Alors, que faire des terres agricoles et comment organiser notre territoire agricole, puisqu'aujourd'hui, il y a d'un côté les tout-petits, il y a les moyens, ce qu'on a vu avec les tracteurs et qu'on voit toujours défiler, qui font reculer le gouvernement, et puis il y a les fermes à 2000 vaches. Donc les petits sont en train de mourir. Que faut-il faire? Quelle parole faut-il donner, puisque nous sommes quand même dans le Bourbonnais, une terre agricole, et nous avons peut-être besoin d'échanger sur cette question au regard de tes propositions et de ton exposé. Merci. On y va au fur et à mesure, non? Les animateurs tracteurs. Ah, moi j'ai envoyé passer le micro. Oui. Bonjour. Moi j'avais une question à poser aux intervenants. C'est c'est le concept qui me paraît pas inintéressant, qui est évoqué avec plusieurs termes aujourd'hui, soit par la CGT, soit par le Parti communiste. J'ai même entendu dernièrement Pierre Laurent parler d'ère nouvelle de la sécurité sociale, avec l'idée de sécurité d'emploi-formation, alors que la CGT parle de sécurité sociale professionnelle. Est-ce que c'est pas un élément qui peut aider aussi à interpeller sur les problématiques aujourd'hui de la question du salariat et de la question dans la société moderne, avec les défis aujourd'hui auxquels on répond, et en particulier de la jeunesse, qui aujourd'hui moi je suis d'accord avec cette notion de ne pas être dans le système, mais que le système récupère. Les débats sur Blablacar permanents, enfin, on est tous confrontés à ça. Hein. Surtout ici. Oui, surtout ici où il n'y a plus de train. Le hub, hein, le car à 10 € pour monter à Paris, ça nous interpelle aussi. Et quand on écoute notre jeunesse, comment créer les conditions de ne pas être en opposition et de voir les choses comme un élément où ensemble on réfléchit au dépassement un peu du cadre dans lequel on est en train de vouloir nous faire fonctionner, quoi. Alors je voulais voir votre avis un peu là-dessus. Il y a une autre question à poser? C'était pas une question, c'était pour répondre à Mme Cherche sur la question des propriétés agricoles. Hein, il existe les GFA, hein, qui sont les groupements fonciers agricoles, qui sont des regroupements, disons, de personnes qui peuvent acheter les terres
Et à ce moment-là, le GAEC, en particulier non familial, parce que le GAEC familial, c'est un peu, qui avait été mis en place dans les années 60, pose de gros problèmes souvent pour les transmissions. Mais les GAEC non familiaux, puisque j'ai eu des amis qui étaient en GAEC non familiaux, ils n'avaient pas l'argent pour acheter les terres. Et donc ils ont fait appel à un ensemble de personnes. Ils sont allés chercher des individus qui ont fait un groupement foncier agricole. Et ça leur a évité de trouver du capital, justement, pour la production. Voilà. Et sur les coopératives, il semblerait qu'il y ait de nouvelles structures coopératives qui se mettent en place, mais pour ce qui concerne l'expérience que j'ai eue à côté au Théâtre des Îlets, on était en coopérative, mais vis-à-vis des impôts, on était en SARL. Donc la coopérative, c'était une façon de dire débrouillez-vous comme vous voulez à l'intérieur, mais le questionnaire des impôts reste la SARL, c'est-à-dire une société privée. Nos intervenants peuvent peut-être répondre ou une autre? Oui, quand on parle de richesse, de production de richesse, on se pose la question de quelle richesse parle-t-on? On fonctionne actuellement avec une économie qui est tournée vers l'offre. Or, si c'est un dispositif qui est pertinent pour le capitalisme, c'est peut-être pas le dispositif qui est pertinent pour ce que nous souhaiterions voir mis en œuvre. Comment passe-t-on d'un système qui fonctionne sur l'offre à un système qui fonctionnerait sur la demande? Parce que jusqu'à maintenant, ce qui ont été évoqués, ce sont des organisations à l'intérieur d'une unité de production, mais il faut bien penser à la structure supérieure qui va te définir ce qui va être produit. Quand je parlais tout à l'heure de quelle richesse parle-t-on, c'est bien, on va chercher à produire quelque chose, et est-ce qu'on va laisser produire n'importe quoi, n'importe comment? Et comment ceci, ça se régule? À vous. Je pense que le système coopératif a un rôle éminent à jouer dans les transformations qu'on peut souhaiter. Il a... Moi, je suis à côté d'Aubagne, où il y a la production de thé qui a été transformée en une mutuelle. Et avec tout le courage qui a été celui des syndicalistes qui ont porté ce projet. Mais effectivement, le système coopératif et l'économie sociale ont un rôle à jouer éminent. Pas seulement d'ailleurs, moi je pense que les services publics, globalement, c'est pas de l'économie coopérative, mais comment on affronte la question de la dépendance. On va laisser les grands groupes internationaux des cliniques et s'accaparer, et de la santé, s'accaparer un marché. Ou est-ce qu'on va, avec toutes les discriminations, les injustices que ça va engendrer, que ça engendre déjà, hein. Moi, je suis dans mon coin, j'ai toute une série d'amis qui ont la soixantaine et qui passent leur temps, c'est un véritable esclavage, à s'occuper du papy d'un ami qui a 80, 90 ans. C'est insupportable, et ce sont les femmes. Hein.
qui sont victimes de ça. Alors, ils le font par amour, mais en même temps, quel esclavage. Est-ce qu'on va confier ça soit au bénévolat de gens qui se sacrifient, ou à des groupes privés, ou est-ce qu'on va développer un service public de la dépendance, à la fois enraciné localement et ayant une dimension nationale, avec tout le financement que cela nécessite. Donc coopératif, développement des services publics, et en même temps, je vous alerte là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait du CAC 40 ? Parlez donc du CAC 40. C'est lui qui fait la loi en France. Demandez à Alain, le groupe chinois qui a comme entrée, c'est une multinationale. Qu'est-ce qu'on va faire des multinationales ? Moi, je veux bien parler des coopératives. Hein, je pense qu'elles ont un rôle éminent à jouer. Mais ceux à qui on doit briser les reins, ils sont là. C'est pas uniquement... donc, moi, je suis pour un développement de la propriété publique aussi. Alors, des formes coopératives, des fois. Mais... moi, j'ai la crainte que face aux difficultés qu'il y a à traiter ce type de questions, qu'on surfe, qu'on les évite et qu'on se serve, n'utilisant pas l'économie sociale et coopérative comme une sorte de dérivatif de cette question que j'évoque, qui est la question de classe. Comment casser les reins au CAC 40 ? C'est ça la question de classe. Alors, ça peut passer par des formes coopératives. Mais n'évitons pas cette question. N'évitons pas cette question. C'est pas antagonique par rapport à ce que vous dites. N'évitons pas cette question. Deuxièmement, sécurité d'emploi de formation, oui, je ne sais plus si j'en ai parlé, je crois que j'ai dû dire un minute. Sécurité sociale professionnelle, je pense qu'il est possible d'aller... En même temps, il y a une révolution informationnelle qui est en cours, d'autres appellent ça une révolution numérique, qui impose dans l'activité de travail plus de souplesse. Par exemple, moi j'ai fait 4 métiers dans ma vie. J'ai été prof de philo, j'ai été journaliste, j'ai fait, je vous passe d'autres métiers, j'étais expert, etc. Les jeunes qui commencent leur activité, ils vont faire plus de 4 métiers parfois. Ils vont changer d'entreprise. C'est-à-dire que l'activité dans la production, dans l'éducation, dans la formation, suppose une grande souplesse, la possibilité de changer de métier, de changer de région, la sécurité sociale professionnelle dont parle la CGT, la sécurité d'emploi et de formation dont parle le PCF. Moi j'étais là quand à la commission économique, Paul Bocara a lancé l'idée. Ce sont des idées novatrices qui peuvent permettre de passer d'un emploi à une formation, à une activité de bénévolat, par exemple, en ayant un bon niveau de salaire, mais ça suppose une réforme extraordinaire, évidemment, de tout le système public de financement. Ça suppose une transformation, et c'est là que le crédit peut jouer un rôle. Je pense et les services publics, évidemment. Et ça suppose aussi qu'il y ait un système une réforme fiscale très importante, qui mette à contribution le capital. Donc je pense qu'effectivement la sécurité d'emploi et de formation, la sécurité sociale professionnelle de la CGT peuvent constituer des avancées extraordinaires.
on peut aller vers zéro chômage. On peut aller vers zéro chômage. Après, l'offre et la demande, vous voyez, pour que... Je vois ce qui était visé. C'est qu'effectivement, le capitalisme... Marx évoque cette question dans le Capital, d'ailleurs. Il dit que c'est la marchandise qui crée un consommateur. C'est pas c'est pas forcément dans le système capitaliste, c'est pas le besoin. Alors les besoins sont c'est quelque chose de social, hein, c'est pas seulement naturel. On a besoin d'eau, sans aucun doute. Il y a une dimension sociale dans le besoin, historique. Mais je pense que on ne peut pas opposer l'offre et la demande. Que justement, si on veut satisfaire un certain type de demande, il y a besoin de transformer l'offre. Et c'est ce que vous laissiez entendre. Je pense qu'il faut transformer l'offre. Par exemple, il y a toute une série de produits dont l'utilité n'est pas évidente, et qui visent surtout à permettre au groupe de réaliser des profits. Mais en même temps, il y a besoin l'offre elle-même, elle ne peut pas être décidée de manière administrative. Parce que faisons attention de ne pas considérer qu'il y a une sorte d'organisme du plan qui déciderait de ce que doit être l'offre. Faisons attention. Comment ? Ne soyez pas trop long dans les réponses. Oui, j'arrête là. Moi, je vois plein de contradictions. Attendez. Attends. Pardon. Bernard n'a pas dit son mot. Non, mais je préférerais plutôt... Non, mais j'ai fini. Hein. Non, mais vas-y, dis ce que tu souhaites dire, au contraire. Non, je sens pratique le beaucoup de tutoiement, paradoxes c'est et je suis très ennuyé par le discours que vous entretenez là depuis tout à l'heure. On entend ça à longueur de temps, l'offre, la demande, etc. C'est les vieilles casseroles et je trouvais quelque chose de plus émancipateur, de plus profond, en remise en question. Pardon. Hein Le micro à cause de l'enregistrement. Ah ouais, c'est qu'il y a un enregistrement. Si tu veux. C'est pas grave, c'est pas grave. Sinon, ça allait bien. Hein. Je sais pas sur quoi appuyer. Non, c'est bon, c'est bon. Je suis absolument pas calé et absolument incomplet. Non, oui. Attends, il n'a pas fini. Et je suis en train de m'énerver. Non, faut pas. Non. Et j'entends des choses. Je suis démuni. Je voudrais réentendre monsieur. Bernard va nous répondre. Voilà. Non mais Bernard, excuse-moi, je peux dire un truc. Non mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le problème où on se trouve confronté, c'est que moi je suis d'accord que vous présentez deux thèses complètement différentes. Et moi là-dessus, non mais c'est mon avis. Moi je trouve qu'aujourd'hui on est dans une situation où il faut faire du nouveau, il faut chercher du nouveau. Moi ce que dit Friot, ça me convient aujourd'hui parce que celui qui est à côté, on est encore dans les vieux schémas. Et c'est ça qui me préoccupe aujourd'hui. C'est qu'on est encore dans les vieux schémas économiques. Il faut faire du crédit. Et moi, Friot, il donne des pistes pour dépasser tout ça. Et moi, c'est ce que je trouve intéressant. Et moi je comprends ce que dit le... Voilà. Tiens, redonne-moi le micro là. Voilà. Par exemple, il y a un moment où... dans ce que vous avanciez là tout à l'heure, il y a un moment, je me suis dit, mais ce qu'il est en train de dire, là, réclamerait un autre type d'administration, donc un autre flicage. Moi, j'ai l'impression que le travail, il est à faire en moi. J'ai plus envie, je suis à la ramasse, comme les jeunes dont vous parliez tout à l'heure. Je ne peux plus faire confiance aux vieilles casseroles, comme je le disais là, tout de suite.
Donc l'offre, la demande et tout ce bordel là, j'ai été saturé moi depuis maintenant je sais pas combien de temps, et je ne peux plus m'animer, c'est leur me bouger le cul, j'ai plus aucune avec ça là, moi c'est paroxétine et bromapésan ou bromazépam. C'est les deux solutions que proposent les psys. Les armes de la révolte est terminé. Et je ne le supporte plus. Je suis un misanthrope de première catégorie, mais j'aime les autres par défaut. Je peux pas. Je suis dans une situation épouvantable, hein, et j'ai besoin d'armes nouvelles. Voilà. Et j'ai aimé. Je suis désolé, hein. Je suis désolé. Vous avez des profs de philo, journaliste. Moi, je suis que S'il vous dalle. plaît, on va laisser Bernard. On va laisser Bernard répondre. Ok. Non, mais sur quoi je voulais insister sur le fait que Et en toute amitié, hein. Je m'énerve comme un con, mais. le nouveau, il est déjà là. C'est ça qui est. Beaucoup de notre défaitisme, alors au front de gauche ou à ce qu'il va devenir, puisqu'effectivement on ne sait plus très bien comment l'appeler, beaucoup de notre défaitisme, de notre volontarisme gauchiste, c'est un peu la même chose, hein, vient de ce que nous ne voyons pas le révolutionnaire du déjà là, et que nous ne sommes pas... Nous n'activons pas notre histoire. Nous avons une histoire qui est glorieuse. Enfin, avoir mis en place le statut de la fonction publique, avoir mis en place le régime général de sécurité sociale, avoir mis en place le DSGDF, c'est extrêmement glorieux. Et ce sont là des outils qui sont toujours vivants. Nous avons une espèce d'anticipation de la défaite qui est catastrophique. Ces outils-là, ils sont porteurs d'un œuf. Et de fait, moi je le constate vraiment même de plus en plus, hein, lorsque nous disons salaire à vie. Mais nous pouvons permettre aux fonctionnaires de sortir de leur coquille et d'oser dire salaire à vie pour tous. Hein. Non pas nous avons un statut spécial parce que nous avons des missions spéciales, qui est une façon de prendre les autres pour des cons. Hein, eux n'ont pas de mission spéciale, c'est pas de beau pour eux. Hein. Mais nous avons un salaire à vie. Et cette situation-là, de fait, qui concerne 5 millions de fonctionnaires, il y a 6 millions de salariés de service public, dont 5 millions de fonctionnaires et 1 million de contractuels, ou CDI, enfin contractuels, CDD ou CDI, et puis aussi 7 millions de retraités. Il y a une responsabilité des retraités. Hein. Sur les 15 millions de retraités, il y en a quand même la moitié qui ont un salaire à vie aussi. Alors il y a celles, parce que c'est toutes des femmes qui sont dans la subsistance, parce que le salaire moyen des femmes à la retraite, c'est en droit direct, c'est 900 € par mois. Moyen, hein, en droit direct, si on ajoute la reversion, ça fait 1100 € par mois. Bon, le salaire moyen des hommes à la retraite, c'est 1600 € par mois. Sur ces 15 millions de retraités, il y en a la moitié qui sont dans le salaire à vie. Donc, portons haut le drapeau du salaire à vie. Tout à fait. Je vous raconte une anecdote à propos justement de la sécurité sociale professionnelle. J'ai été chargé par le ministère du Travail en 2006-2007 de faire une recherche sur la construction de la revendication du nouveau statut de travail salarié à la CGT, dont la sécurité sociale professionnelle est un des éléments. Hein, pour ceux d'entre vous qui sont à la CGT, vous connaissez la thématique nouveau statut de travail salarié, sécurité sociale professionnelle. Et c'est une thématique qui est arrivée en 1997. Nous sommes en 2016, ça n'a pas bougé. C'est la revendication numéro 1 de la CGT, c'est celle qui est mise en tête des congrès, des textes de congrès, et rien ne se passe. Pourquoi ?
Pourquoi Mais en analysant là, et Maryse Dumas qui avait ce dossier en charge à l'époque m'avait ouvert toutes les portes de façon extrêmement libérale. Je participais comme témoin muet à toutes les réunions, comme observateur-chercheur, à toutes les réunions, à tous les niveaux sur cette élaboration. Mais un jour où, dans le hall de Montreuil, il y avait une initiative confédérale de présentation de la sécurité sociale professionnelle, où Maryse Dumas a dit la sécurité sociale professionnelle, c'est de faire passer la qualification du poste à la personne. Dans le privé, hein, c'est le poste qui est qualifié. La convention collective, elle qualifie des postes. Et c'est le poste qui est payé. Un salarié n'est jamais payé lui, hein, c'est son poste qui est payé. Alors que dans la fonction publique, c'est le grade qui est un attribut de la personne, un grade qu'on a à vie, hein, qui ne s'épuise pas avec la fin du service. On a un grade jusqu'à la fin de ses jours, et c'est pour ça que la pension est calculée sur le dernier salaire, parce que c'est le salaire du grade, précisément. Et qu'il n'y a pas de chômage, parce qu'on est payé pour sa personne et non pas pour son poste. Je lui dis, s'il s'agit de faire passer la qualification du poste à la personne, c'est donc bien le salaire à vie, comme revendique la CGT. Le salaire à vie, c'est-à-dire le fait que le salaire soit un attribut de la personne. Et il me dit, oui, tu as raison. Mais on ne peut pas le dire, les salariés ne comprendraient pas. Vous voyez, cette autocensure permanente dans laquelle nous sommes, permanente, qui fait que nous sommes dans la sécurité emploi-formation. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas audible, qui n'est pas du tout audible. Pourquoi? Parce que l'expérience qu'ont les salariés de l'emploi, elle n'est pas formidable. L'expérience qu'ont les salariés de la formation, elle n'est pas formidable non plus. On utilise là deux termes qui ne peuvent pas enthousiasmer, parce qu'il faut sortir de notre défaitisme et retrouver un enthousiasme militant, c'est évident. Bien, nous avons déjà bien mieux que le fait d'avoir un bon salaire, hein, je reprends les termes de Bocara, ou un salaire décent, un salaire suffisant, ou un revenu, des fois le mot salaire n'est pas prononcé, un revenu suffisant lorsque on passe d'un emploi, de la formation à du bénévolat. Mais c'est pisse-menu, ça, à côté de ce que nous avons inventé, avec le salaire à vie de la fonction publique, avec ce que nous avons inventé, avec le salaire à vie du régime général des retraites, contre l'Agirc Arrco, qui fait partie du CPA et des comptes individuels. Contre cela, nous avons inventé le droit au salaire continué, à partir de la revendication, c'est 55 ans, 50 ans pour les métiers pénibles. Donc, beaucoup de notre inaudibilité vient de ce que nous n'assumons pas le caractère révolutionnaire de ce que la CGT et le Parti communiste ont créé. Et qu'ils ont créé seuls contre tous. Hein, la fable qu'on nous raconte sur l'unanimisme des communistes ou gaullistes du CNR, c'est une fable absolue. Hein. Il faut voir dans quelles difficultés énormes tout cela a été construit contre la CFTC, contre les socialistes, contre le MRP, contre le patronat, etc., etc. Et sur une fenêtre de tir extrêmement courte. Il a fallu des dizaines d'années de mobilisation antérieure, d'autonomie organisationnelle, d'autonomie de discours, pour pouvoir saisir une opportunité pour faire des avancées aussi décisives. C'est ça qu'aujourd'hui nous devons construire. Autonomie de discours, autonomie organisationnelle. Pas le fourre-tout aimable de nos collectifs, dont on ne pourra rien sortir, bien sûr. Nous avons un adversaire qui est absolument redoutable et qui, comme le dit très justement Pierre, centralise la valeur à des niveaux extrêmement élevés. Dans les banques, sur les marchés financiers, ils sont champions pour la mutualisation de la valeur. Qu'est-ce que c'est qu'on a fait avec le régime général?
c'est nous emparer comme gestionnaires directs, élus, tous les 5 ans dans les élections sociales, en 47, 50, 55, 62, gérant, ayant compétence générale sur les caisses, élisant les directeurs, nous nous sommes emparés dès le départ du tiers de la masse salariale, qui représentait à l'époque la moitié du budget de l'État. Et dans les années 60, on était à l'équivalent du budget de l'État. Aujourd'hui, on est plus, on est 1,5 fois le budget de l'État, mais on en a perdu la gestion. D'accord. Donc, mais le régime général, c'est... et là, je suis aussi d'accord avec Pierre pour dire que ce n'est pas une addition de coopératives qui nous permettra de lutter contre les CAC 40. Je vais revenir sur les coopératives, parce que c'est décisif aussi, mais la capacité qu'a eue la classe ouvrière, parce qu'elle avait une autonomie organisationnelle et une autonomie de discours, que nous n'avons ni l'un ni l'autre. C'est ça qu'il faut reconstruire. La capacité qu'a eue la classe ouvrière de socialiser, de mutualiser à son service, pour elle, l'équivalent du budget de l'État, et de le gérer, et avec ça de produire, parce que je comprends ton souci de dire qu'est-ce qu'il en est de la production marchande, mais la santé peut être produite de façon marchande, hélas, elle l'est déjà avec la Générale de Santé, elle l'est avec Sanofi, d'accord? Donc, et cela avec les outils de la sécurité sociale. Donc, ce que permet le régime général, dès lors que nous le gérons, ça a été précisément de produire de la santé avec des gens qui avaient un salaire à vie, qui ont toujours d'ailleurs un salaire à vie, soit comme libéraux, soit comme salariés classiques, fonctionnaires, et de le faire en ne mettant en valeur aucun capital et en ne faisant appel à aucun crédit. Alors moi j'insiste sur la nécessité de délégitimer le crédit. Il n'y a pas besoin de crédit pour investir. Pas du tout. Il n'y a pas besoin de créer de la monnaie par crédit. Tout ça, c'est de la légitimation de la pratique capitaliste de la valeur. Quelqu'un qui pique, évidemment qu'il va prêter ensuite. Mais parce qu'il a prêté, parce qu'il a piqué d'abord. Et de même que créer de la monnaie, il n'y a pas du tout besoin de crédit pour créer de la monnaie. Nous produisons 2000 milliards. Ces 2000 milliards, il en faut 12 ou 1300 pour du salaire à vie. Par une cotisation qui nous sorte de la logique microéconomique. C'est pour ça que les coopératives s'épuisent dans un dispositif qui reste beaucoup trop marginal, parce qu'elles sont toujours dans une logique microéconomique dans laquelle ils seront complètement battus par le capital, parce que le capital, lui, il fait du macroéconomique en permanence, parce qu'il centralise, comme l'a rappelé extrêmement justement Pierre, la valeur à des niveaux extrêmement élevés. Et la force de la classe ouvrière, c'était de faire la même chose, centraliser la valeur, dans le régime général. C'est pour ça que le régime général, c'est ça qui a été combattu. Et la piste, évidemment, pour que des alternatives soient possibles du côté des coopératives, c'est qu'elles mutualisent la valeur qu'elles créent, de manière massive, aussi bien pour les salaires que pour l'investissement. Je reviens sur le crédit. Il n'y a nul besoin de crédit pour investir, bien sûr, puisque investir, c'est pas acheter des biens de consommation qui ne produiront aucune valeur. Investir, c'est acheter des biens de production qui vont générer du travail, et donc de la production de valeur, puisque, comme l'a rappelé très justement Pierre, seul le travail, bien sûr, produit de la valeur. Donc, dès lors que l'investissement nouveau va permettre du travail supplémentaire et donc production de valeur supplémentaire, il n'y a pas besoin de crédit pour le financer. On peut créer de la monnaie par subvention qui anticipe, comme toute création monétaire, la valeur supplémentaire qui va être créée, sinon cette création monétaire c'est inflationniste, bien sûr. Et quelle va être la contrepartie de cette anticipation? La cotisation économique que va générer sur les 40% restants, une fois que les entreprises auront payé la cotisation salariale sur les 60% de leur valeur ajoutée, il reste 40% qui va permettre de générer une cotisation économique
qui ira aux caisses d'investissement qui subventionneront. Là encore, il n'y a rien de neuf. Ou plutôt c'est un neuf qui honore les bagarres passées, qui nous fait sortir soit d'une relation totalement mémorielle, alors on fait mémoire, mais ça ne sert à rien de faire mémoire. Moi j'en ai ras-le-bol de faire mémoire, de célébrer, de commémorer, etc. Ras-le-bol, d'accord. Notre responsabilité de révolutionnaire, c'est d'actualiser les institutions révolutionnaires du salariat. Et les institutions révolutionnaires du salariat, c'est pas de crédit, subvention. Je faisais un débat à Paris avec l'UFAL sur les 70 ans de la Sécu. Une infirmière dans la salle rappelait, mais c'est une donnée statistique, mais c'était intéressant que ça vienne d'une expérience professionnelle. Quand je ne sais plus quel hôpital a été créé dans les années 60, il n'y a eu aucun appel au crédit. Fut-il public? Il y a eu subvention. Subvention par le trésor public, subvention par l'assurance maladie. C'est d'ailleurs pour ça que les banques ont été nationalisées. Et ce n'était pas les banques qui payaient, c'était le trésor public et l'assurance maladie. C'est-à-dire que nous avons... Mais les banques finançaient l'État, Bernard. Qu'est-ce que tu racontes? Je veux dire, ça tient pas debout ton truc. Les banques finançaient l'État. La banque n'a pas besoin. La banque, c'est pour le faire détruire, la Je veux banque. dire, ça tient pas debout ton truc. Les banques... Mais les banques, c'est... Nous produisons la valeur. Attendez. Auprès de qui l'État s'endettait à l'époque? Pas auprès des marchés financiers. L'État faisait appel aux banques nationalisées. L'État s'endettait extrêmement peu. Ça a été... L'État collectait l'impôt, ce qu'il ne collecte plus L'État a aujourd'hui. commencé à s'endetter pour rééquiper, reconstruire la France. Mais pas du tout. La reconstruction de la France, c'est faite par la Caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas, qui est des prêts à 0% ou 1%, qui est un organisme de prêt. Hélas, crée de la monnaie. Mais qui peut créer de la monnaie. Ça tient pas debout ton truc. Ben, ça tient pas debout. Il n'y a pas eu d'économie. Pour moi, si ça tient debout, non mais attendez, laissez-moi. L'État pouvait battre mais ce sont des faits que j'invoque, c'est pas des. Monnaie avant 73. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que c'est un mythe. Et après 73, c'est un mythe. Pompidou est arrivé. Il a fait une loi. J'ai étudié auprès de la Banque de France les textes. L'État ne pouvait plus battre monnaie. Il fallait que l'État emprunte aux banques. Tout part de là. Oui, non, mais attends, non, là je vais être d'accord avec Pierre. Hein. Et surtout l'extrême droite, hélas, sur l'Internet, a mis en cause Rothschild en 73-74 et la finance juive, etc. Tout ça n'est pas totalement inexact, je crois qu'il faut faire attention. Hein. Je te laisse finir. La question n'est pas qu'il y ait un bon prêteur à l'État, parce qu'après tout, la Fed prête à l'État, et ça ne change rien du capitalisme. La Banque de Suède prête, la Banque nationale d'Angleterre prête, et ça ne change rien. Quand la BCE prêtera aux États, ça ne changera strictement rien. Et les critères... Tu laisses le pouvoir aux banquiers. Écoutez, dans nos sociétés, le capitalisme il s'est développé à partir du fait qu'il y a eu délégation de pouvoir au patron pour l'entreprise, aux banquiers pour la gestion de l'argent. Ce que Bernard propose, c'est laisser aux banquiers la gestion de l'argent. C'est notre argent. C'est notre argent. C'est pas si propose. Il n'y a pas de crédit. Il n'y a pas de crédit sans salaire. La caractéristique du crédit aujourd'hui, on n'est pas dans les années, on n'est pas en 1840, on est au début du XXIe siècle. Laisser aux banquiers le privilège de décider qui ils doivent financer, c'est démissionner par avance. C'est démissionner par avance. La question qui maîtrise le crédit, c'est une question, c'est hyper révolutionnaire. Et justement, on le laisse aux banquiers. Tant qu'on laissera aux banquiers ce pouvoir de décision, on n'arrivera pas à changer la société. Je pense que c'est totalement illusoire. Enfin, bon, la modification de crédit comme hyper-révolution, c'est invraisemblable. Nous allons entretenir la rente bancaire en bonifiant les crédits avec de l'argent public pour que des PME puissent avoir des taux bonifiés
selon les excellents critères, et nous allons entretenir la propriété lucrative de l'argent. C'est aberrant. La bonification d'intérêt, la bonification d'intérêt que nous préconisons par les régions, les pratiques vertueuses de crédit public de bonification pour les PME, c'est un recul, mais de 40 ans en arrière par rapport à ce que nous avons construit dans les années 50-60, lorsque nous avons construit l'essentiel des équipements publics et l'essentiel de l'équipement hospitalier. Ça s'est fait dans les années 50-70. Par l'impôt et par la cotisation. Extrêmement peu par l'appel au crédit. Quant à la création monétaire, qui est nécessaire pour ce qu'on appelle l'investissement net, c'est-à-dire celui qui ne peut pas être financé par une collecte d'une partie de la valeur qu'on est en train de créer. Encore une fois, nous créons 2000, nous dépensons en consommation finale 1300, d'accord, et il y a 700 milliards de disponibles. Ces 700 milliards sont disponibles pour l'investissement, entre autres, aussi pour le fonctionnement gratuit des services publics en termes de frais de fonctionnement. Bon, cet investissement, comment nous allons le financer? Eh bien, comme nous l'avons déjà fait, c'est ça le point. Il n'y a aucune utopie dans tout cela. Il y a enfin redevenir fier de notre passé. Enfin! Non pas l'évoquer, non pas dire « Ah, depuis 45, les temps ont changé », enfin, etc. Toutes les sottises que nous racontons. Assumer l'actualité révolutionnaire qu'il y a à socialiser et à gérer nous-mêmes le tiers de la masse salariale dans le régime général. D'utiliser ça pour créer une production de santé non capitaliste, qui n'a pas été au bout, bien sûr. Encore une fois, nous pouvons populariser l'idée que seules les entreprises qui sont la propriété de leurs salariés peuvent émerger au marché public. Là, nous allons sortir les coopératives de leur marginalité. Depuis 2 siècles que les coopératives de production existent, il y a 50 000 salariés. Donc ça ne peut pas être, dans l'état actuel, l'alternative. Mais nous pouvons les sortir de la marginalité si nous rendons populaire un mot d'ordre qui est quand même extrêmement simple. Les marchés publics ne sont accessibles qu'aux entreprises qui sont la propriété de leurs salariés. Mais il faut que la propriété de l'entreprise par les salariés devienne le cœur de notre activité militante, et non pas le bon crédit public qui laisse légitime le crédit. Alors que maîtriser l'investissement suppose non pas que nous ayons un bon crédit public, maîtriser l'investissement suppose que nous socialisions, mettons, 25% de la valeur qu'on laisse, donc il y a 60% de la valeur qui vont à des caisses de salaire qui payent les salaires à vie. Et les entreprises ne payent plus leurs salariés. On libère les entreprises de l'obsession de la feuille de paie. Elles ont en revanche à cotiser 60% de leur valeur ajoutée. Ce qu'elles font déjà, 45% du salaire est déjà socialisé. Ce n'est pas un salaire direct qui va de l'employeur, c'est pas une relation microéconomique, c'est une socialisation. Pierre a raison d'être obsédé par la question de la socialisation, en disant ce qu'on met en commun, attention, il faut que ce soit pour nous, pas pour les patrons. Et les patrons, eux, ils mettent déjà en commun énormément. Donc, mais ça, nous l'avons fait. Nous avons doublé le taux de cotisation entre 45 et 79, pardon. Il était de 28% en 45, il est de 30 du salaire brut, de 32% en 48, il est de plus de 60% à la fin des années 70. Par une opération du Saint-Esprit? Parce que nous nous sommes battus en permanence pour que la valeur soit socialisée dans des caisses macroéconomiques que nous gérions. Et que donc le taux de cotisation augmente en permanence. Pas simplement le fait que la hausse des salaires génère mécaniquement une hausse des cotisations. Ça ne suffit pas. Or, depuis la fin des années 70, plus aucune revendication de hausse de taux de cotisation. Même une revendication catastrophique, la modulation. Catastrophique. Alors que le cœur de l'activité de la CGT du Parti communiste en 1945, c'est précisément le taux unique interprofessionnel, surtout pas de modulation. Vous savez comment c'était les cotisations familiales? C'était entre 3 et 17% du salaire brut, d'une boîte à l'autre, puisque ça avait dépendu des conflits, surtout en 1936, des occupations d'usines. On avait
résolu le conflit, disant non pas par une hausse des salaires, parce que les patrons ne voulaient pas, mais par une hausse des cotisations famille, que les patrons payaient tout seuls. Et nous avions, selon les conflits, des taux de cotisation invraisemblables. Qu'est-ce que fait le Croizat? Taux unique, 12%, d'accord? Et puis ça va monter jusqu'à 16%. Hein, ce qui vient que ça va être égal au taux des assurances sociales qui était de 16%, qu'on va passer de 28 à 32% entre 45 et 48. Bon. Cette hausse du taux de cotisation, c'est une mutualisation de la valeur qui va permettre de subventionner. C'est nous qui produisons les 700 milliards qui restent. C'est nous qui les produisons. Il n'y a pas de raison que ce soit des banques qui gèrent cela. Nous pouvons créer des caisses d'investissement gérées par nous, revendiquer bien sûr le retour à la gestion ouvrière des caisses de sécurité sociale, évidemment, mais également créer des caisses d'investissement gérées par nous et qui vont délibérer, alors bien sûr, des investissements. Alors comment ça va se passer? Elles vont récupérer, Bernard. Elles récupèrent, mettons, 15% de la valeur ajoutée, 300 milliards. Je rappelle qu'actuellement l'investissement c'est 400 milliards. Hein. Bon, les entreprises gardent 15% de la valeur ajoutée en autofinancement, donc 300 milliards en autofinancement gérés par les salariés, puisque les salariés seront propriétaires de l'entreprise. Donc ils décident. Et puis il y a 300 milliards qui vont aux caisses, parce qu'on ne peut pas confier l'investissement exclusivement aux initiatives microéconomiques. Il faut absolument des centralisations, c'est fondamental. Pour qu'il y ait du commun, précisément. 300 milliards dans les caisses, bien, gérés par les salariés eux-mêmes. Ces caisses ont des projets pour 500 milliards. Elles en retoquent 100. Qu'elles estiment pas conformes justement aux besoins sociaux, à je ne sais pas quoi, d'accord? Mais elles n'ont que 300 milliards pour les 400 milliards jugés utiles. Qu'est-ce qu'elles font? Elles subventionnent 400 milliards. Donc elles créent de la monnaie, sous contrôle d'une banque centrale, évidemment. Elles ont un compte. Crédit. Elles ne font pas crédit, parce qu'il n'y a pas besoin de rembourser. L'entreprise ne rembourse pas. De même que les hôpitaux ne remboursent pas les subventions de l'assurance maladie qui ont financé l'investissement hospitalier. De même que les universités ne remboursent pas les dotations du trésor public qui financent les équipements universitaires, etc., etc. Il n'y a pas de remboursement. En revanche, puisque cet investissement va générer de la production de valeur, sur la valeur ajoutée de ces entreprises, il y en aura 15% qui iront aux caisses et qui réalimenteront le dispositif. Créer de la monnaie, c'est toujours faire un pari sur une valeur supplémentaire qui va être créée. Il n'y a aucune raison que ce pari soit fait par crédit. Je t'enlève le crédit de ta parole. Je vais vous dire 3 choses. La première, du haut de mes quelques dizaines d'années, j'ai toujours considéré, surtout avec le recul, que c'était l'uniformité de la pensée qui nous nuisait. Première chose, je veux dire. Deuxièmement, oui, on a écouté 2 points de vue différents. Je vous dis à tous les deux, faites-nous confiance pour réfléchir à tout ça dans nos têtes collectivement. Troisièmement, c'est qu'à vous je m'adresse. Je demande pardon à tous les animateurs de l'atelier, je leur ai peu parlé. Je propose qu'au mois de juin, dans cette salle ou dans une autre, on fasse une réunion spécifique comme ce soir, où ensemble on dira, je caricature, je vous l'accorde, quand il y a 2 intervenants qui sont d'accord à 100%, est-ce que c'est bien? Quand il y a une utile, m'autoriserez-vous à dire controverse, c'est bon. Qu'en pense-t-il? Et ensemble, on décidera qu'est-ce qu'on fait. Moi, je serai peut-être le seul ce soir, mais je trouve ce débat de ce soir fort utile. Je vous remercie tous, parce qu'il est l'heure, sinon la prochaine fois, vous en tiendriez rigueur. Je vais me tourner vers Alain et puis Gérard. Je dois dire que le 11 février, mais il l'a très bien dit, venez, c'est la République, c'est Tubiana, c'est Samuel Hayat. N'oubliez pas que, et Stéphanie va vous harponner en sortant, vous avez 38 mâles aujourd'hui qui sont à votre disposition. Si vous voulez nous aider à les payer, parce que nous les payons à l'UMA, on ne sera pas indifférent. Il y a 2 petits cartons là-bas, si, comme Gérard l'a dit, on a beaucoup de frais, etc.
Merci infiniment. Et au 11 février, si vous voulez bien, on ne part pas sans que chacun range sa chaise et que tout le monde aide à démonter les panneaux, les affiches, etc. Bonne soirée et merci encore. J'arrête.